Kamer, c'est un Camerounais reconnu mondialement, marié et père de 3 garçons. En 1997, il est docteur en médecine, après son master en imagerie médicale. En 2002, il obtient son PhD en imagerie des mécaniques impliquées dans la rupture des anévrismes et de la aorte abdominale, qui est une étape vers l'évolution du risque spécifique aux patients. De 2002 à 2012, il exerce tour à tour à l'hôpital Green Ormond Street pour enfants malades à Londres et au centre hospitalier chrétien de Liège. Consultant en radiologie-oncologie du département de médecine nucléaire du CHC de Liège. Puis en 2015, il est agrégé en radiologie à l'hôpital universitaire du Sartillement. En 2015, il est professeur associé à l'imagerie cardiovasculaire à l'Université libre de Bruxelles. Travaille actuellement concomitamment au centre hospitalier du Grand-Duché du Luxembourg et à l'hôpital Reine Fabiola où il est radiologue en chef. Rédacteur en chef du journal de la Société belge de radiologie. Président de la section d'imagerie cardiovasculaire non évasive, collaborateur scientifique de l'Université de Liège et de l'unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires, membre de la Société européenne de cardiologie et de radiologie cardiaque, également de la Société franco-africaine de radiologie et de la Cameroun Society of Radiology, Radiothérapie and Medical Imaging. À son actif, plus de 200 conférences nationales et internationales et plus de 300 articles scientifiques évalué par ses pairs. Le professeur Timmy Longan Alain, lorsqu'il n'est pas aux côtés de ses patients, il s'adonne à ses passe-temps favoris, le football, la course à pied, le basket et la lecture. Professeur, vous avez souvent traversé la Méditerranée pour vous rendre au Cameroun. Vous avez été invité en 2017 à l'Université de Yaoundé 1 et à l'Université des Montagnes. Quel est le bilan que vous dressez de l'imagerie médicale au Cameroun et quelles sont les solutions pour améliorer les différents services d'imagerie médicale? Concernant spécifiquement votre question, le Cameroun n'est pas, je pense, le premier pays ou le seul pays dans lequel on souffre de problèmes de sous-équipement, notamment en imagerie. C'est un problème qui est récurrent et auquel beaucoup d'États africains notamment sont soumis. Bon. Il existe des solutions et ces solutions sont globalement du côté de la gouvernance et de la planification. Donc il faut planifier et je crois savoir que le gouvernement camerounais a un plan auquel il se tient avec plus ou moins de bonheur et avec plus ou moins de retard pour ce qui est de l'équipement de ces différents hôpitaux en imagerie. Alors une autre possibilité, bien entendu à côté de ça, est la réalisation d'investissements privés. Alors, je ne suis personnellement pas favorable aux investissements privés dans un domaine tel que celui-là, dans un domaine comme la santé. Je pense que l'État doit pouvoir jouer son rôle. Il s'agit d'une fonction importante de l'État que celle de pouvoir assurer aux citoyens une santé de bon niveau, standards mondiaux, à des coûts contenus. Mais ça nécessite beaucoup de travail. Que bon, j'espère, l'État va continuer et pouvoir réaliser à terme. Je crois entendre que le plan de développement actuel court jusqu'en 2035 et que en 2035 nous serons suffisamment équipés pour pouvoir faire face aux défis de l'imagerie moderne. Pourquoi la diaspora n'apporte pas-t-elle concrètement son expertise au Cameroun? Cette affirmation n'est pas totalement exacte. Si on part du principe que je suis un membre de la diaspora, on ne peut pas affirmer que la diaspora n'apporte pas son expertise au Cameroun. Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là, la question se pose autrement. Beaucoup de membres de la diaspora dont je suis sont non seulement prêts, mais également demandeurs d'apporter leur expertise à plusieurs niveaux. On parle ici d'une expertise technique, c'est ce que je fais. J'enseigne la radiologie, alors je viens aussi souvent que cela est possible, et sur mes propres deniers d'ailleurs, participer à l'enseignement et à l'encadrement de mes jeunes compatriotes ou ex-compatriotes. C'est une participation comme une autre. Il y a également la possibilité maintenant pour la diaspora de s'investir davantage au niveau de l'équipement, donc apporter des deniers ou apporter des firmes qui sont susceptibles de faciliter l'accès
à la technologie et à l'imagerie, puisqu'on parle spécifiquement de ce domaine-là. Mais ce qu'on dit ici pour la radiologie est très certainement le cas pour tous les autres domaines. Donc la diaspora joue un rôle, mais attend de pouvoir s'être structuré ou de pouvoir avoir été structuré, de pouvoir s'être invité ou de pouvoir avoir été invité à jouer un rôle actif. Il faut, de la part des autorités camerounaises, tendre la main à cette diaspora, et tendre la main non pas uniquement dans les paroles, mais également dans les actes, dans les faits. Permettre par exemple à la diaspora de bénéficier d'une seconde nationalité, ce qui est important. Hein. Nous devons nous sentir aussi camerounais que n'importe quel autre Camerounais. Et aussi créer le forum nécessaire pour permettre à la diaspora de pouvoir s'exprimer au bénéfice de nos compatriotes ou anciens compatriotes. Que faut-il faire, professeur, pour avoir un plateau technique performant en matériel et en ressources humaines au Cameroun? Le problème est toujours le même. Et le problème sera toujours le même, qui est l'argent est le nerf de la guerre. Donc, personne ne vous donnera rien gratuitement, on vous le vendra. Et donc vous devez avoir suffisamment d'argent, être organisé pour avoir suffisamment d'argent et pouvoir acheter ce matériel qui en radiologie est très onéreux. Je vais vous donner un ordre d'idée de prix. Une IRM, hein, c'est un champ magnétique extrêmement élevé. On considère en général que pour un Tesla, vous en avez pour 1 million. Alors, les IRM modernes, 1 million d'euros. Et les IRM modernes, c'est 1,5 ou 3 Tesla. Donc vous voyez l'ordre du budget dont il faut disposer pour pouvoir s'équiper en IRM. Bon, le scanner, ce sont des équipements qui sont également dans le même ordre de prix. On ne vous les donnera pas. Alors, je crois quand même, malgré tout, que avec toutes les difficultés et malgré toutes les difficultés que les économies des pays d'Afrique subsaharienne traversent, il est parfois difficile de dégager du budget. Mais je pense que 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros et ainsi de suite, ce sont des sommes que l'on peut se permettre, non pas sur 30 minutes, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc je pense qu'en planifiant, on peut s'équiper. Mais ce n'est pas tout. Hein, il faut encore acquérir la connaissance de la technologie. Comment entretenir ce matériel, comment le faire fonctionner de façon appropriée, de telle façon à ce qu'on ne se retrouve pas à conduire une voiture de course comme on conduirait une bicyclette. Ça demande de la formation. Il faut également du personnel médical et du personnel paramédical pour s'occuper des malades. Ça demande aussi de la formation. Et donc voilà plusieurs axes qui font qui illustrent la façon dont il faut appréhender l'upgrade de l'équipement dans des pays subsahariens. Cameroun en particulier, le Cameroun n'y échappe pas. J'ai à ce titre une expérience, ou plusieurs expériences qui sont particulièrement illustratives au Sénégal. J'étais en 2009, le chef de projet de l'installation d'une IRM à 1,5 Tesla à Dakar, qui était la première IRM à haut champ, parce qu'on considère qu'1,5 Tesla c'est un haut champ, qui était la première IRM à haut champ en Afrique noire subsaharienne. Et j'ai été très heureux l'année dernière de voir que 11 ans après, l'équipement existait toujours, l'équipement était toujours fonctionnel et que le personnel, aussi bien médical que paramédical, était devenu un centre de référence pour la sous-région en termes de formation. Donc tout le monde qui veut acheter une IRM passe par Dakar, à l'endroit où nous avons initié ce projet avec d'autres. Donc c'est faisable. Il faut se donner les moyens de le faire. Le monde vit actuellement une crise sanitaire sans précédent. Comment avez-vous vécu l'avènement du coronavirus et qui a déjà fait plusieurs victimes en Europe? Écoutez, l'avènement du coronavirus, ça a été une surprise qui n'en est pas une, à vrai dire. Je crois savoir que tous les experts s'accordaient à dire qu'une pandémie guettait. Et les mêmes experts d'ailleurs s'accordent à dire que d'autres pandémies viendront. Et bon, malgré tout, on n'y a pas prêté grande attention. On avait déjà eu l'alerte précédente avec le SARS.
qui est un cousin de l'actuel coronavirus, de la même famille des virus. On a également eu une petite alerte à l'échelle mondiale, mais certainement une vraie alerte à l'échelle africaine avec les virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui ont menacé d'être des pandémies mais qui sont restés assez localisés. Puis ce virus est arrivé. Voilà la pandémie que personne ne souhaitait, mais que tout le monde, en gros, était supposé devoir attendre. Et malgré tout, nous avons tous été surpris. Aussi bien les politiques que les spécialistes, les épidémiologistes et les médecins. Les réactions initiales n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Et je ne dirais pas que beaucoup de victimes, ou bien que la plupart des victimes, sont dues à cette impréparation ou à cette surprise, mais un certain nombre de victimes de partout dans le monde sont liées à cette impréparation. Et c'est également le moment où on a découvert un petit peu partout l'incroyable dépendance que nous avions vis-à-vis d'une industrie qu'on a totalement délocalisée en Chine notamment pour les pays européens, mais également pour les pays africains. On a découvert une fantastique vulnérabilité de systèmes de santé que l'on croyait par ailleurs solides. Donc le maître mot est surprise. Alors, passer la surprise, il va falloir faire preuve d'inventivité et faire preuve de maîtrise pour pouvoir gagner le combat face au virus. Alors, certains pays se débrouillent un petit peu mieux que d'autres. C'est un véritable stress test pour les systèmes politiques maintenant et pour les systèmes de santé. Comment est-ce qu'on fait pour limiter la casse? Et comme la pandémie n'est pas terminée, donc le sujet est toujours à l'étude, mais moi en tant que médecin, personnel médical, je regarde ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de curiosité pour savoir exactement quelles sont les bonnes options qui sont prises à quel moment. Mais je ne sais pas si dans le décours de l'interview on pourra détailler ces options qui ont été prises. On peut regarder les modèles chinois, les modèles hongkongais, les modèles suédois et d'autres modèles encore, que sais-je. Mais c'est très intéressant sur un plan strictement technique de voir comment les différents pays se sont débrouillés et se débrouillent pour maintenir le nombre de victimes le plus bas possible. La diaspora camerounaise effectuant la traversée vers le Cameroun était pointée du doigt par les frères et sœurs résidant au Cameroun comme des hypercontaminateurs. Comment avez-vous réagi face à cette situation? Alors ça, c'est une question intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que je me trouvais précisément au Cameroun au moment du début de l'épidémie, au début du mois de mars. Je m'y trouvais pour des raisons d'enseignement. J'y étais allé dispenser quelques cours. Bien entendu également, comme cela se fait habituellement, en profiter pour rendre visite à la famille. Ceci étant dit, je suis parti au mois de mars. J'aurais très bien pu, à ce moment, parfaitement être positif au coronavirus et l'ignorer. Qu'aurait-il été, qu'en aurait-il été, ou bien que serait-il advenu de moi? Aurais-je pris des risques inconsidérés pour aller au Cameroun donner les cours que je donnais parce que c'était un temps de pandémie et qu'il n'était pas avisé de voyager à ce moment? Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le mot surprise est important. Beaucoup de gens ont été surpris, moi aussi, parce que alors, par chance, je n'étais pas positif au coronavirus et par chance, je n'ai pas transmis le coronavirus à qui que ce soit. Mais je peux imaginer que d'autres personnes de la diaspora, dans mon cas, aient pu voyager malades ou voyager contaminés et ainsi avoir été le vecteur de la contamination vers les pays africains. Mais au-delà de cette question, il est très important de comprendre que dans le monde que l'on vit, on a parlé tout à l'heure de la dépendance que nous avions vis-à-vis de l'industrie chinoise. Mais il est également important de comprendre que dans le monde où l'on vit, où on se trouve à quelques heures d'avion de n'importe quel point sur la planète, il est extrêmement difficile de contenir une pandémie. Alors, c'est peut-être un individu, un Camerounais de la diaspora qui a importé le virus, c'est peut-être un Chinois. Je vous rappelle que le 29 janvier de l'année 2020, la Chine a fermé ses vols intérieurs et a maintenu ses vols transcontinentaux à partir de Wuhan, la ville d'où est parti le virus.
Et toutes les personnes chinoises qui étaient retournées chez elles pour le Nouvel An ont pu ainsi retourner dans les pays où ils vivent, et le Cameroun en particulier. Qui nous indique que l'un ou l'autre de ces individus n'a pas pu être le patient zéro du virus au Cameroun? Quoi qu'il en soit, c'est une question intéressante. C'est une question qui appelle au civisme et à la responsabilité de chacun d'entre nous, et c'est important. Donc, je veux dire, si je sais ou si je savais que j'étais porteur du virus, je n'aurais pas pris le risque de voyager. Ça, c'est le bon sens même qui le commande, mais également qui amène à la prudence, à indexer les responsabilités, parce que il n'est pas certain du tout que ce sont les personnes qui sont pointées du doigt qui étaient effectivement ou qui ont été effectivement responsables de la dissémination du virus. Professeur, les lignes bougent au Cameroun. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, promulguée le 24 décembre 2019, renforce l'autonomie des autorités locales avec un engagement de porter au moins 15% des recettes de l'État aux collectivités décentralisées, qui a pour but d'unir les Camerounais, d'unir les régions et favoriser le vivre ensemble et le multiculturalisme, longtemps souhaité par la diaspora. Est-ce qu'à votre avis, cela permettra aux régions de se développer? J'accepte de prendre cette question. En fait, elle est hautement politique, mais pas uniquement politique en réalité. Il y a également derrière ça une question de perspective, presque un modèle intellectuel ou un modèle philosophique. Alors, lorsqu'on en arrive à ce qu'une majorité de Camerounais, et je pense que c'est le souhait d'une majorité de Camerounais, demande un projet de loi tel que celui-là sur la décentralisation, c'est parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Et ce quelque chose qui n'a pas fonctionné est en réalité un péché originel. Et ce péché originel est d'avoir considéré beaucoup trop longtemps et depuis le début comme étant originaire d'une région un Camerounais. Un Camerounais est avant tout un Camerounais, je dirais même plus loin. Un Camerounais est avant tout un Africain. Si on était allé vers cette option dès le début, nous ne serions pas aujourd'hui en train de promulguer cette loi que la majorité des Camerounais voit comme une avancée. Alors, ça c'est ce qui va se passer. Maintenant, si on regarde un petit peu de près ce qu'il y a dans cette loi, il y a effectivement là derrière le potentiel de susciter le développement. Mais pourquoi est-ce que cette loi susciterait-elle davantage le développement que le développement autocentré? Pour ceux qui ne l'ont pas connu, ce slogan-là, il voulait simplement dire qu'un agent de l'État, un commis de l'État, originaire d'une certaine région, œuvrait au sein de l'État au développement de sa région, au projet de développement de sa région spécifiquement, plutôt que d'œuvrer au développement de l'ensemble de la nation. Péché originel, disais-je. Pourquoi cette disposition sur la régionalisation le ferait-elle davantage? Alors, probablement, dans un premier temps, va-t-elle le faire. Mais, in fine, et ça c'est mon point de vue strictement philosophique et pas politique, mon point de vue est que, à mesure qu'on va avancer dans le temps, cette loi sur la décentralisation va également montrer son insuffisance. Et il me semble en effet important de revenir à quelque chose qui est de l'ordre du national ou du continental, si on veut sortir de ces problèmes de régionalisation, et si on veut traiter par le mépris, parce que c'est ainsi qu'il faut le traiter, ces questions de vivre ensemble entre des régions ou les ethnies. C'est mon point de vue à titre philosophique et pas politique. Cette loi donne l'opportunité aux populations de participer à la confection du budget et le choix des projets prioritaires à travers des représentants des quartiers et des villages. Comment la diaspora pourrait-elle participer au renforcement des budgets et la réalisation des projets majeurs? Alors, la diaspora a pour essence, je pense, de favoriser au projet, non pas d'une région, par exemple la région dont je serais originaire, non pas d'un quartier, mais bien de la nation camerounaise. La situation actuelle est la suivante. Lorsque je me rends dans mon village et que je constate que, par exemple, il y a des problèmes d'adduction d'eau, des problèmes d'eau courante pour les écoliers, il me semble de mon devoir de remédier à cette situation.
Donc je mets tout ce qui est en œuvre, soit par mes propres moyens, soit par les moyens d'un réseau auquel j'appartiendrai pour essayer de résoudre ce problème. Mais on en revient toujours au péché originel qui est le développement autocentré. Pourquoi me sentirais-je davantage responsable de résoudre un problème qui se déroulerait dans mon village que de résoudre un problème qui se trouverait dans un village à 1000 km de là? C'est le péché originel et il faut en sortir définitivement. Et donc il faut que chaque Camerounais se sente responsable de ce qui se passe au Cameroun et éventuellement même de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle la diaspora, en tout cas je parle en mon nom et je pense probablement une majorité de personnes de la diaspora, entend se consacrer et entend s'impliquer dans des projets qui regardent la nation et pas les régions. Pourquoi le vivre ensemble au sein de la diaspora camerounaise est en souffrance? Le choix de la tribu est mis en avant au détriment de la communauté. Permettez-moi d'abord de partager, mais de partager partiellement votre constat. Dans certaines classes et dans certaines couches de la diaspora, en effet, le vivre ensemble pourrait être mis à mal. De la même façon que dans certaines classes et dans certaines couches de la nation camerounaise, le vivre ensemble pourrait être mis en mal. Mais je ne partagerai ceci donc que de façon partielle parce que je pense que la majorité des Camerounais et la majorité de la diaspora, qui n'est en réalité que représentative de l'ensemble des Camerounais, aspirent à vivre ensemble et à vivre ensemble harmonieusement, régions confondues. C'est mon sentiment et je vais l'étayer avec un exemple. Je pense que mon intervieweur n'est pas de la même région que moi. Je pense également que malgré qu'il ne soit pas de la même région que moi, nous participons à de multiples activités et de nombreuses activités dans un vivre ensemble plus que correct. La diaspora est représentative du Cameroun. Et donc un certain nombre de difficultés ont mis à mal le vivre ensemble. Et dans ces difficultés, il y a, je vous ai dit tout à l'heure, le péché originel. Le péché originel qui consiste à considérer qu'un agent de l'État s'occupe du développement d'une région. On a sorti cela d'un certain nombre de quotas. On dit voilà, en fonction du poids respectif de chaque région, les postes au sein de l'État sont ventilés. Alors on arrive à quoi? On arrive à fabriquer une usine dans laquelle les personnes se trouvent dans l'État, se trouvent commis de l'État et œuvrent pour une région. Bon. C'est un signal qui est évident que la nation est un fardeau qui est beaucoup trop grand à porter et qu'il est il est bien préférable de porter un fardeau plus étroit comme la région. Bien entendu, regardez autour de vous, nous nous trouvons en Europe. Et quel est le moment où on ressent le plus la pression que il y a beaucoup d'étrangers? C'est les moments où économiquement c'est difficile et donc le Cameroun, l'Afrique a subi toutes les crises qui se sont succédées depuis les années 80, a subi des modifications et des dévaluations de sa monnaie qui ont entraîné des conditions sociales et économiques difficiles et épouvantables, qui ont entraîné un niveau de corruption assez élevé. Et tout ceci a dégradé de façon importante le vivre ensemble, tout simplement, mécaniquement. Voilà. Quand c'est difficile, on cherche qui pourrait ne pas en avoir assez, qui devrait ne pas en avoir assez, qui en a trop. Et c'est ainsi que le vivre ensemble s'est dégradé progressivement au Cameroun et dans la diaspora, tout simplement parce que la diaspora, mécaniquement, est un reflet du Cameroun. Je veux dire, si vous avez 50% de personnes qui ont du mal à vivre ensemble au Cameroun, bah, vous aurez 50% de personnes qui ont du mal à vivre ensemble en diaspora. Professeur, est-ce qu'à l'hôpital, vous administrez des soins aux différents patients camerounais en fonction de leur tribu? Vous êtes là au cœur d'une situation qui permet de faire comprendre à tous que le vivre ensemble n'est pas une option. Première réponse, elle est d'ordre déontologique. De par mon serment, je ne peux pas faire de distinction sur les patients que je soigne. Il s'agit d'une clause non négociable de ma fonction et de la manière dont j'exerce ma fonction. Je vais vous prendre un exemple. Récemment, il y a eu un attentat dans une église à Nice. L'assaillant
n'a pas été abattu, il a été blessé. Et je peux vous garantir que les médecins qui ont à charge l'assaillant le soignent exactement de la même manière qu'ils soigneraient n'importe qui. Ceci, mis à part, et ceci complètement en dehors des sentiments qui peuvent les animer vis-à-vis de cet assaillant. Ceci supposant qu'ils aient des sentiments négatifs à son endroit. Alors, une fois que je laisse ma fonction, je reviens à mon individu. Est-ce que mon individu pourrait avoir des difficultés avec le vivre ensemble lorsqu'il vient à soigner des patients? Mais ça n'a juste pas de sens. Cela n'a juste pas de sens. Donc l'individu que je suis est profondément attaché aux valeurs nationales et continentales. Comment verrais-je la différence entre moi et quelqu'un d'une autre région? Probablement je le sais sur la base du patronyme, éventuellement de temps en temps, mais globalement c'est le seul indice dont je dispose pour déterminer quelle est la région d'origine d'un individu. Et encore, il n'est pas totalement certain parce qu'il y a eu pas mal de brassages, même au niveau des patronymes, à l'intérieur de la nation. Mais pour moi, un être humain est un être humain, un Africain est un Africain, un Camerounais est un Camerounais. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il soit possible de faire la distinction à ce niveau. Et je plains vraiment les personnes qui sont capables de manifester quelque différence que ce soit lorsqu'il vient à tendre la main à un être humain, a fortiori un Africain, quand on est Africain, et a fortiori encore un autre Camerounais lorsqu'on est Camerounais. Professeur, vous êtes à l'apogée de votre carrière. Avez-vous songé faire de la politique? Alors, ma réponse à cette question est, on va dire, un peu... Il va vous désarçonner un petit peu. Je fais de la politique, nous faisons tous de la politique. Chaque acte que nous posons est un acte politique. Et il n'est pas question qu'il cesse d'en être ainsi. Il est important que les Camerounais, tous, autant qu'ils soient, les citoyens, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient vivant au Cameroun, s'intéressent à la chose politique, s'intéressent à la façon dont est géré leur avenir, à la façon dont les décisions qui les concernent sont prises. Ça c'est important, mais cela veut dire faire de la politique, mais cela ne veut pas dire adhérer à un parti, cela ne veut pas dire adhérer à une idéologie. Je n'ai à ce titre jamais, à cet instant encore, songé à faire de la politique dans ce sens-là, dans le sens du parti et dans le sens de ce que les citoyens appellent communément de façon un petit peu péjorative la politique politicienne. Au sein de la diaspora, vous avez plusieurs bords politiques. Le SDF, le RDPC, le MRC, le PCRN. Prenez-vous cause et parti pour l'un des partis politiques que je viens de citer? Au courant du mois de février de cette année, vous avez suivi le mouvement de M. Penda Ekoka. Quelle était votre motivation? Je disais que je ne m'étais à cette heure encore inscrit sur au sein d'aucun des mouvements politiques que sont les différents mouvements politiques que vous venez de citer, et d'ailleurs également ceux qui nous animent ici en Belgique. Pour autant, je suis intéressé à la politique, je suis intéressé à la façon dont les décisions se prennent et à la façon dont les décisions qui sont prises éventuellement peuvent impacter le citoyen que je suis. Spécifiquement pour l'événement de février dernier, c'était un petit peu plus loin dans cette direction, au Palais des Congrès. Là, nous avions invité M. Penda Ekoka, qui est un personnage non pas politique, mais qui est l'un des alliés du MRC de Maurice Kamto, à venir ici nous expliquer, entre autres, la façon dont il voit le Cameroun d'aujourd'hui, d'hier, et surtout la façon dont il verrait le Cameroun de demain. Il est important que nous le sachions et il est important que nous lui fassions passer un certain nombre de messages en ce qui le concerne pour demain.
Ce n'est pas la première fois que nous avons eu ce genre d'initiative ici à Liège. Nous avons reçu aussi, au moment de la campagne électorale de 2018, M. Cabral-Libby, qui était candidat alors à la présidence. Nous avons fait passer à M. Cabral-Libby le même type de message et nous recevons de façon assez régulière dans la ville de Liège ici les autorités camerounaises, l'ambassadeur de la République du Cameroun en Belgique, M. Evina Abbé, est venu plusieurs fois à Liège, est un monsieur charmant. Et nous ne manquons pas non seulement de nous informer de la situation actuelle, et c'est très important de le savoir en tant que membre de la diaspora, mais également de ce que sont les futures alternatives pour notre pays. Alors revenons précisément à l'événement avec Penda Ekoka. Il était particulièrement opportun de le recevoir parce que le mouvement qu'il incarne et auquel j'adhère est le mouvement Acte Agir, et c'est un mouvement qui se veut un moyen de pression et de plaidoyer justement auprès des hommes politiques, mais pas spécifiquement auprès des hommes politiques camerounais, mais à l'ensemble de la politique. Et nous sommes particulièrement ici, en tout cas en diaspora liégeoise, intéressés à ce qui sera la politique ou notre rôle politique ici, dans cette cité, à Liège, et partout où nous vivons en diaspora. Et je pense que le mouvement Agir, avec sa capacité à pouvoir fédérer au travers des partis, les Camerounais en diaspora et en dehors de la diaspora, est un endroit où on peut discuter de la méthode idoine pour parvenir à ce genre d'objectif. Le Cameroun vient de connaître dans la ville de Koumba le massacre de 7 écoliers, précisément au complexe Modèle Franciscain International Bilingual Academy. Vous qui veillez à la santé des enfants, quelle a été votre réaction à l'annonce de cet acte terroriste? C'est un désastre. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Et encore, le mot désastre est un mot qui est faible. Hein. Il s'agit après tout d'enfants qui pourraient être les vôtres, les miens. Et il s'agit d'enfants qui, ma foi, ne faisaient rien d'autre que d'apprendre à devenir des citoyens de demain, hein, à devenir des personnes sachantes et moins ignorantes. C'est l'essence même de ce qui fait la nation, et les assassiner de cette façon est un acte odieux que l'on ne peut que condamner avec la plus grande des forces et la plus grande des énergies. Il n'est besoin de dire davantage. Professeur, nous arrivons au terme de cet entretien. Vous avez toujours œuvré au sein de la diaspora camerounaise de Belgique pour son vivre ensemble. Vous êtes présent aux différentes manifestations organisées pour la paix au Cameroun. Quel est le message que vous adressez aux Camerounais d'ici et d'ailleurs? Faites preuve de maturité. J'entends par là que nous traversons et nous avons traversé tous ensemble beaucoup de difficultés qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons traversé 400 ans de traite négrière ensemble, ne l'oublions pas. Nous avons traversé près d'un siècle d'une colonisation qui a été difficile et qui nous a laissé avec les plus grandes forces vives de notre nation et de notre continent sur le carreau. Nous avons dû nous reconstruire avec une décolonisation assez peu favorable à nos intérêts. Et nous faisons face à des difficultés qui sont imposées par les ordres économiques mondiaux et qui laissent nos populations dans un état de démunissement important. Et tout ceci nous amène, d'une façon ou d'une autre, à considérer que le monde qui nous entoure nous est hostile. Et ce monde qui nous entoure et cette sensation que le monde qui nous entoure est hostile nous amène à nous replier vers nous, vers de petites choses, comme notre région, comme notre ethnie, notre famille, où on se sent un petit peu plus en sécurité. C'est le sentiment d'insécurité qui nous amène à cela. Il faut avoir la force et l'humanité de comprendre que
le sentiment que nous éprouvons n'est simplement lié qu'à l'histoire que nous avons vécue. C'est l'histoire que nous avons vécue qui nous amène à ce point de notre évolution. Et rien de ce qui s'est passé n'est irréversible, absolument rien. Il faut ensemble œuvrer à ce que le passé reste là où il se trouve et que l'avenir soit une perspective réjouissante pour l'ensemble de nous, ethnies, régions et nations confondues. Il faut apprendre à se rassembler et à se regrouper comme nous avons pu l'être par le passé. Alors ainsi nous serons forts, nous serons plus forts et nous serons capables d'affronter les défis du monde actuel et du monde à venir. Le Cameroun est dans une nouvelle dynamique. Il est important que les fils et les filles de la diaspora camerounaise soient au rendez-vous de son développement. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.